Ouais, merci beaucoup Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Donc Mickaël Lozano de la French Tech Bordeaux. Ravi d'accueillir Delcad sur ce webinaire qui est sur un sujet éminemment important, quelle checklist juridique au moment de se développer à l'international. On espère, en tout cas, on croise les doigts pour le retour des grands salons sur 2022 avec une situation sanitaire que l'on souhaite évidemment un petit peu apaisée, avec un temps fort, et certains d'entre vous vont y participer bientôt, c'est évidemment le CES à Las Vegas en janvier, et puis d'autres temps forts qui vont suivre. Donc, on est sur un sujet, l'internationalisation, qui est toujours éminemment stratégique, sur lequel on peut assez facilement faire des bêtises, les erreurs. Et donc, c'est évidemment très important de s'armer en amont et d'avoir toutes les informations clés pour ne pas partir un petit peu à l'aveuglette. Donc, Olivier et Benoît, je vous remercie en tout cas de prendre du temps pour justement les startups adhérentes ou non, en tout cas de l'écosystème French Tech Bordeaux. Je vais vous laisser présenter les différents intervenants et puis surtout, je vais vous inviter à échanger. Et là, je m'adresse plus particulièrement aux startups qui sont présentes. On a fait le choix avec Delca d'un événement qui se veut résolument interactif. Donc, le but est vraiment de partir de vos besoins, de vos sujets et de vous apporter des réponses les plus claires et les plus efficaces possibles. Olivier, je te rends la main. Merci beaucoup, Michael. Alors, c'est vrai qu'en cette fin d'année, on va pas se mentir, qui est un petit peu compliquée avec toute la période Covid et avec en plus aujourd'hui une grève, faisons que le nombre de participants est un peu moins important que celui que nous avions anticipé par rapport au nombre d'inscrits. Donc, on va profiter, il faut toujours profiter de ce type d'opportunité, peut-être pour rendre les choses peut-être un peu plus interactives, en attendant qu'on puisse se rencontrer en personne, le cas échéant, à la French Tech Bordeaux ou au sein du cabinet à Bordeaux. On va peut-être d'abord se présenter nous et puis j'inviterai les participants, s'ils le souhaitent, à peut-être parler un petit peu d'eux, de leur projet, et comme ça nous pourrons développer après et rendre ce webinaire un peu moins théorique et beaucoup plus interactif, ce qui je pense sera dans l'intérêt de tout le monde et permettra un peu de confronter un peu les problématiques que vous pouvez avoir sur ce sujet-là, qui est le développement à l'international. Alors, l'international, effectivement, on l'a dit, hein, ça peut paraître un grand pas, et c'est vrai que lorsque on se développe à l'international, on doit avoir des réflexes qui sont un petit peu différents de ceux qu'on doit avoir en local, notamment sur les enjeux qui peuvent être commerciaux et juridiques. Et notre cabinet, le cabinet Delcad, pour faire 2 minutes de présentation et présenter aussi les intervenants qui sont ici avec nous, le cabinet est habitué à travailler sur ces aspects-là, sur l'ensemble des affaires du droit, que ce soit sur, par exemple, le droit des fusions-acquisitions des sociétés, sur le droit des contrats ou sur le droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Alors, je suis moi-même associé du cabinet Delcad. Je suis actuellement à Paris, pour ma part. J'interviens plus particulièrement en propriété intellectuelle et en droit du numérique, aspect que je vais développer dans le cadre de cette formation. Présent, mais représenté également d'abord Benoît Lafourcade, qui est associé fondateur du cabinet Delcad, qui intervient sur les aspects contractuels et de fusion, acquisition et de droit des sociétés, et qui est accompagné par son équipe qui m'accompagne aujourd'hui, Johanna Mirales, d'une part, Natalia Richardson, d'autre part, sur lesquels on va un petit peu développer l'ensemble de ces sujets-là. Alors, comme je l'ai précisé, c'est pas une formule de style. On est habitué à travailler à l'international de manière très régulière. À titre personnel, j'accompagne pas mal de startups dans le sens inverse, c'est-à-dire des startups qui sont des startups étrangères qui veulent s'implanter en France. Le cabinet, notamment l'équipe de Benoît, Natalia et Johanna, travaille beaucoup aussi sur les startups françaises qui veulent s'implanter à l'international. Et je sais que s'agissant de la French Tech, vous avez notamment l'échéance dans un mois, hein, du CES, notamment pour certaines d'entre vous, et plus généralement sur le développement à l'international des startups françaises, sachant que c'est un sujet qui est politiquement relativement fort en ce moment. Donc peut-être que ce que je peux vous proposer, si vous le souhaitez, et uniquement si vous le souhaitez évidemment,
maintenant, c'est peut-être faire un petit tour de table des personnes ici présentes. Si vous souhaitez d'abord expliquer quel est votre projet, d'une part, et peut-être expliquer en quoi l'international vous intéresse, ce qui nous permettra un peu de faire un focus sur les différents aspects de cette formation. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui. Ouais. Ludivine, bonjour. Donc, bonjour, enchantée. Donc, Ludivine Romary, la fondatrice de Mayeli. Nous, on fait des bijoux connectés complètement du vrai bijou, comme celui-ci, avec une puce électronique qui permet d'alerter, de se sécuriser, de rassurer en cas d'agression de rue, violence conjugale et plein d'autres sujets pas très marrants. Et donc, on va au CES au mois de janvier. Et l'international pour nous, on va aller checker, voir quels sont nos avantages concurrentiels pour dupliquer notre business model France vers notamment, je pense, les États-Unis. Donc, on est en pleine prise d'infos sur ce développement à l'international. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'un autre de nos participants veut nous parler de son projet et de son intérêt pour l'international avant qu'on puisse démarrer? Non, bon, bah, ce qu'on fait, n'hésitez pas en tout cas à m'interrompre à tout moment, en tout cas de la formation pour qu'on puisse avancer. Alors, les questions courantes qu'on peut se poser pour l'international, c'est d'abord quelles sont les spécificités d'un contrat international et aussi quels sont les fondamentaux douaniers. Ce sont deux sujets qui seront abordés notamment par Natalia. Pour ma part, je parlerai des sujets, en tout cas, qu'on me pose le plus souvent sur un développement international, c'est celui de la propriété intellectuelle d'une part et d'autre part de la gestion des données personnelles. Lorsqu'on fait des transferts en dehors de l'Union européenne ou au sein de l'Union européenne, mais c'est surtout en dehors de l'Union européenne que les problématiques se posent. Et enfin, un petit focus sur les relations avec les États-Unis. Et c'est Johanna qui poursuivra dans cette lignée. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la parole à Natalia en vous rappelant encore une fois que vraiment, on veut rendre ça interactif. On regrette sincèrement de ne pas être en mesure de préparer un webinaire, de préparer un séminaire de visu sur lequel les échanges se font plus facilement. Donc, surtout, cassons un petit peu la partie numérique et surtout, n'hésitez pas à intervenir ou à nous interrompre à quelques moments que ce soit. Natalia, je te laisse la parole. Merci Olivier. Je me présente Natalia Richardson, avocat cabinet Delcade. J'interviens aux côtés de Benoît Lafourcade et de Johanna Miralles en matière de développement à l'international. Nous intervenons particulièrement sur les contrats internationaux et en ce qui me concerne, j'interviens également sur des sujets TVA et des sujets douaniers. Effectivement, nous avons souhaité avec cette checklist de mettre quelques jalons, quelques red flags par rapport à l'international, de se dire quand je vais à l'international, qu'est-ce que je vais regarder en premier et tout au début. Et donc, on a une première partie, je vais vous proposer de regarder d'abord quelques aspects contractuels et pour passer dans un deuxième temps sur les aspects douaniers qui sont aussi importants. Eh bien, quand on regarde les aspects contractuels, les spécificités du contrat à l'international, quand on va vers l'international, eh bien, on vous propose ici une liste, j'allais dire, très synthétique des clauses auxquelles il faut réfléchir à partir du moment où je vais à l'international et qui sont qu'on ne va pas forcément ou qu'on ne va pas retrouver dans un contrat national ou de droit interne. Eh bien, les premiers réflexes à avoir quand nous avons un contrat à l'international serait de savoir quelle serait la loi applicable, quelle serait la juridiction compétente. Sachez que sur les deux sujets, les parties ont une liberté quasi totale, ont une grande autonomie pour choisir la loi d'un pays ou d'un autre, la loi du pays du vendeur ou du pays de l'acheteur. Et donc, on encourage, premier réflexe, c'est vraiment de prendre le temps de négocier ce point et de prévoir quelle serait la loi applicable, quelle serait la juridiction compétente et comment je vais régler les éventuels litiges avec mon partenaire. Pourquoi? Parce que le jour où un problème arrive, eh bien, ce type de dispositions qui sont extrêmement
comment dire, pas simples, mais qui sont extrêmement importantes, eh bien, vont vous économiser du temps, de l'énergie et des ressources très importantes pour la continuité de votre contrat. J'ai particulièrement fait référence à la Convention de Vienne parce qu'on voit des entreprises qui nous posent la question, qui nous indiquent le fait qu'elles soumettent leur contrat à la Convention de Vienne. Et donc, c'était pour attirer votre attention que la Convention de Vienne est une convention qui est très appropriée, très adaptée pour les ventes de marchandises pures, mais qu'elle est incomplète à partir du moment où vous avez du service qui est annexé à la prestation, à la vente de la marchandise. Donc faire attention quand vous avez le souhait de soumettre votre contrat à la Convention de Vienne purement. Encore une fois, elle est adaptée à la vente de marchandises seulement. Sinon, on a le réflexe de rattacher le contrat international au droit français, même si parfois c'est peut-être pas celui qui est le plus favorable, y compris aux vendeurs, particulièrement dans les cas où vous vendez directement à des consommateurs dans un pays étranger, où les dispositions du droit national plus protectrices aux consommateurs seront applicables dans tous les cas. Eh bien, on a ce réflexe de soumettre les contrats internationaux ou de proposer leur soumission au droit français. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à gérer, c'est plus facile à suivre. Vous avez vos conseils qui sont près de vous. Concernant la gestion des éventuels différends, eh bien, si nous avons un réflexe à vous communiquer, c'est à l'international, bien plus qu'au national, privilégier la négociation, le règlement à l'amiable. Pourquoi? Puisque le règlement à l'amiable permet une continuité de la relation commerciale. Et si jamais cela n'est pas possible, eh bien, prenez le temps de prévoir qui est compétent de regarder mon litige si un litige interviendrait un jour. Est-ce qu'il s'agit d'un arbitre, d'une cour arbitrale? Est-ce qu'il s'agit d'un juge? Et dans ce dernier cas, le juge de quel pays? Ce sont des points de réflexion. On n'a pas, on est pas là pour vous donner une solution idéale, mais ce type de clause se réfléchit, se discute, se négocie. Mais il est important de prendre le réflexe de les avoir à l'esprit au moment de la négociation. Vous voyez au niveau du visuel, ce qui est tout de même facilitant dans la gestion d'un problème qui interviendrait au niveau du contrat, c'est de prévoir une loi du même pays que la juridiction, de façon à éviter les éventuels retards au cas où nous avons une loi applicable d'un pays, une juridiction d'un autre pays, etc. Ensuite, on a fait référence à l'anticipation des taux de change. Vous allez pouvoir vous trouver dans une situation où gérer différents taux de change, surtout par exemple avec des relations avec un partenaire américain où nous avons le dollar. Eh bien, pensez-y, qu'est-ce qui se passe? Mettez des plafonds. Qu'est-ce qui se passe si mon prix dépasse une certaine valeur? Est-ce qu'on peut renégocier les prix? Avec quelles conditions? La clause de réserve de propriété, on la voit beaucoup à l'international. C'est la clause par laquelle les pays se disent, eh bien, les vendeurs se disent, eh bien, je vais garder la propriété de ma marchandise jusqu'à ce que je sois payé. C'est une bonne idée. À la base, simplement, il faut faire attention et de réfléchir. Est-ce que si on ne me paye pas, que la marchandise elle est déjà partie, qu'elle est déjà sur le sol américain, sur le sol chinois, sur le sol japonais, sur le sol d'un autre pays, qu'est-ce que je fais? Je suis propriétaire de la marchandise, elle est ma propriété et attention, je suis responsable pour cette marchandise. Il va falloir lui assurer la logistique, la gestion sur place et un éventuel rapatriement. Donc, clause de réserve de propriété, oui, mais attention à utiliser avec précaution. La responsabilité, un autre point très important, pourquoi? Parce que dans les réglementations internationales, on peut avoir des règles qu'on appelle d'ordre public qui peuvent venir s'appliquer, même en cas de soumission au contrat au droit français.
il est particulièrement important, nous l'avons vu dans plusieurs exemples au niveau de notre travail quotidien, de vérifier dans les pays de destination s'il y a des règles de responsabilité qui n'existent peut-être pas ou qui sont moins contraignantes en droit français, qui s'appliqueraient à notre produit une fois arrivé sur le sol du pays respectif. Et je pense qu'on va développer ce point pour les États-Unis avec la participation de Johanna un peu plus tard. Un point très important concernant les marchandises, toute une discussion sur les incoterms. Les incoterms, vous savez, c'est les règles de commerce international qui nous aident à réaliser le partage des coûts des obligations et des frais entre le vendeur et l'acheteur. Ce sont des règles qui sont publiées par la Chambre de commerce internationale et qui sont utilisées, à l'échelle internationale. Aujourd'hui, la plupart des entreprises ont entendu des incoterms, elles les utilisent et se posent la question, quelle est la meilleure règle incoterm à utiliser? Là encore, la réponse, elle doit être analysée en partant de votre situation, de ce que vous souhaitez proposer à votre partenaire en termes de transport, de prestations de transport, de prestations d'assurance, de prestations logistiques. Si c'était à émettre un avis, ne choisissez pas une règle incoterm et essayez de vous organiser autour par la suite, mais envisagez l'entière organisation logistique de votre transport de marchandises, votre organisation du contrat de transport, votre assurance, le contrat de vente, les formalités douanières, qui prend en charge quoi. Et après cette analyse, la règle incoterm à utiliser, elle va se détacher d'elle-même. En parlant des règles douanières, tu peux avancer, Olivier. Il m'a semblé essentiel de faire une liste très synthétique encore sur les notions essentielles à avoir à l'esprit quand on se lance à l'international. Ces éléments-là, ce sont des éléments qui vous seront indispensables. On ne va pas pouvoir exporter sans les avoir. Première chose, c'est le numéro EORI, le numéro d'identification communautaire. C'est un numéro qui est accordé de façon très rapide, en quelques heures, par les autorités douanières, mais qui devra être rempli sur l'ensemble des documents d'exportation et d'importation. Et donc, vous n'allez pas pouvoir réaliser une opération d'exportation-importation sans le numéro EORI. Donc, anticipez pour les primo-exportateurs à obtenir ce numéro. C'est un numéro qui est délivré sur simple demande. Ensuite, nous avons des notions essentielles qui sont des piliers en matière douanière. La nomenclature douanière des produits à exporter, c'est quoi? C'est le code douanier. Et pourquoi c'est important ce code douanier? Eh bien parce qu'en fonction du code douanier, non seulement on a une obligation, encore une fois, de le renseigner sur la déclaration d'exportation, mais en fonction de ce code, eh bien, on va connaître la réglementation applicable et les taxes douanières à l'importation dans le pays d'arrivée. Donc, c'est un élément essentiel. Et là, nous avons un travail à faire parce qu'il y a une classification nationale ainsi qu'européenne. Un travail à faire de bien classer la marchandise dans le bon code douanier de façon à arriver à la bonne réglementation à appliquer. La valeur en douane, bien sûr, très importante parce que, encore une fois, il faut la renseigner sur la déclaration d'importation. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la technicité du calcul de la valeur en douane, mais sachez qu'il faut l'intégrer. Et en fonction de la valeur en douane, ça va servir comme base pour appliquer les taux à l'importation. Et dernier élément, l'origine douanière des produits à exporter. Il faut savoir que l'origine douanière, ça signifie où est-ce que mon produit a été essentiellement réalisé.
Et de ce point de vue, on vient au sujet des accords de libre-échange qui ont été conclus ou qui sont conclus de manière permanente entre l'Union européenne, donc la France, et les pays étrangers. Il faut savoir que l'idée de ces accords de libre-échange est de faciliter les échanges entre ces deux territoires, entre l'Union européenne et le pays respectif, de deux points de vue, de faire tomber ou de réduire les taxes douanières ou les rendre nulles et de faciliter les formalités à réaliser. Eh bien, quand un produit provient à une origine, a été produit dans l'un des pays contractants, on l'appelle un produit ayant une origine préférentielle, et ce produit-là, eh bien, il va bénéficier de ces facilités à l'importation dans le pays de destination. Sinon, si par exemple, je réalise un produit qui a des composants asiatiques, mais que j'ensemble pour la plupart au Maroc et que je l'amène en France, par exemple, pour un conditionnement, eh bien, si en fonction des règles applicables à la détermination de l'origine, finalement le produit est considéré comme non originaire de France, de l'Union européenne, dans ce cas, selon la réglementation douanière, il est considéré comme un produit ayant une origine non préférentielle, donc ne rentrant pas dans les facilités qui sont accordées par l'accord de libre-échange avec mon pays de destination. Une question qui revient souvent entre la différence entre les statuts d'exportateur agréé et d'exportateur enregistré, c'est une question qui est liée au point qu'on vient de voir sur l'origine préférentielle, non préférentielle, sur les accords de libre-échange. On disait, pour pouvoir bénéficier des facilités qui sont accordées par les accords de libre-échange, eh bien, ça serait bien, ou une situation favorable, c'est d'avoir un produit qui provient, qui a été réalisé dans un des États membres à cet accord commercial. Or, devant les autorités douanières, je dois le prouver. Et comment je le prouve? Eh bien, du point de vue administratif, on a prévu ces statuts d'exportateur agréé et statuts d'exportateur enregistré qui sont obtenus une fois par demande auprès des autorités et selon lesquels je vais justifier simplement par une attestation d'origine sur mes documents commerciaux de l'origine préférentielle de mes produits. Donc, vous voyez, c'est une facilité administrative accordée par rapport à la justification de l'origine préférentielle. La différence entre les deux, elle est seulement une différence, j'allais dire, temporelle, dans le sens où le statut d'exportateur agréé s'applique avec les pays avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords de libre-échange jusqu'en 2017, alors que le statut d'exportateur enregistré s'applique pour les pays avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords de libre-échange à partir de 2000, entrant en vigueur après 2000 ou à partir de 2017, c'est-à-dire à partir de l'accord de libre-échange avec le Canada. Donc aujourd'hui sont concernés particulièrement le Canada, le Vietnam, le Japon, le Royaume-Uni. Pour ceux qui vont aux États-Unis, aujourd'hui, il n'y a pas d'accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc, ces facilités de nature préférentielle, l'origine préférentielle, ne s'appliquent pas. Les taxes douanières à l'importation sont payées de plein fouet, j'allais dire. Merci beaucoup, Natalia. Donc, sur ces aspects-là, pour ma part, je vais essayer d'avancer en étant le plus succinct possible compte tenu du temps, mais surtout, encore une fois, n'hésitez surtout pas à m'arrêter le cas échéant pour évoquer deux parties qui sont, on va dire, cousines, mais qui sont différentes. D'une part, la propriété intellectuelle, avec un petit focus sur le droit d'auteur et sur le droit des marques, et d'autre part, sur la question des données personnelles à l'international.
Alors, très clairement, en fait, en matière de droit d'auteur, d'abord, vous allez me demander pourquoi je vous parle de droit d'auteur, parce qu'en réalité, la vraie question que vous devez vous poser, et c'est une question que vous posez souvent, c'est est-ce que ce que j'ai créé est protégeable? Ce qui est protégé en France, c'est la première étape, c'est de savoir ce que vous avez concrètement afin de savoir comment vous devez le développer à l'international et surtout si vous devez le développer à l'international, qui n'est pas forcément une évidence. Une œuvre, très clairement, c'est quoi? Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept. On dit en droit français que les idées sont de libre parcours. Ça veut dire que lorsque vous exposez une idée et que si jamais quelqu'un vous la reprend, elles ne sont pas protégées en tant que telles. Ce qui est protégé, c'est l'œuvre, c'est-à-dire la matérialisation de cette idée. Typiquement, vous avez l'idée d'un logiciel, l'idée n'est pas protégée, mais le logiciel l'est. Donc ça, c'est très, très important de comprendre ça. Et cette œuvre, alors une œuvre, ce n'est pas qu'un logiciel, évidemment, c'est aussi un livre, c'est aussi une photographie, etc. Mais je pense que vous êtes plutôt focalisé sur ce type d'aspect-là ou sur une création générale, sur un design, sur ce genre de choses, sur un logo. L'œuvre est créée indépendamment de toute divulgation et du seul fait de la réalisation, même inachevée. Ça veut dire concrètement, vous avez une matérialisation concrète d'une œuvre, vous avez une clé USB que vous laissez traîner dans un tiroir, et ben en fait, c'est protégé, moyennant la condition dont je vais parler tout à l'heure. Vous avez une esquisse de quelque chose, quelqu'un vient vous la prendre et la sort malgré vous, c'est quand même protégé et c'est vous qui en êtes l'auteur. Le vrai critère pour une divulgation, pour une œuvre, c'est son originalité. J'insiste lourdement sur la notion d'originalité. Il y a beaucoup d'autres petits critères, mais celui-là, c'est vraiment le critère fondamental. L'originalité ne veut pas dire nouveauté. L'originalité, ça veut dire que vous devez être en mesure de démontrer, on dit en droit, l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Ça veut dire quels ont été les choix que vous avez réalisés, concrets, pour pouvoir protéger, pour pouvoir créer cette œuvre-là. Je prends un exemple qui n'est pas celui du logiciel, je prends l'exemple celui de la photographie, parce qu'il est très parlant. C'est quel est l'angle que vous avez choisi, quel est le sujet que vous avez choisi, quelle est la luminosité que vous avez choisi. Sur un logiciel, ce sera pareil. Pourquoi vous avez codé comme ça? Dans quel sens? Pourquoi vous avez choisi telle fonctionnalité plutôt qu'une autre fonctionnalité? Quels sont les choix que vous avez réalisés? Dès lors qu'il y a cette démonstration des choix que vous avez réalisés, à ce moment-là, potentiellement, vous pourrez démontrer une originalité qui fait que votre œuvre est protégée en France. Et si votre œuvre est protégée C'est-à-dire, Olivier, en France… Oui, pardon. Pardon, ça veut dire, Olivier, que tu peux, pour justement prouver cette notion de droit d'auteur, tu peux t'appuyer sur des plans, sur des études, des analyses qui ont pu être réalisées par des prestataires externes, par exemple? Bien sûr, bien sûr. En fait, le point, et alors justement, si c'est des prestataires externes, c'est pourtant les prestataires externes potentiellement qui peuvent être l'auteur. Donc, faites attention à votre rédaction de contrat et j'allais venir après, mais c'est une excellente question. C'est-à-dire qu'en réalité, le point qu'on me demande souvent, est-ce que j'ai besoin de déposer quelque chose? La réponse est non. Vous n'avez pas besoin de déposer quelque chose en termes de droit d'auteur. Vous êtes protégé du seul fait de la création. Mais Michael, tu as tout à fait raison. Pour pouvoir prouver cette création-là, il faut documenter. C'est-à-dire que si justement j'ai des plans de conception, si j'arrive à démontrer qu'à un instant T, à une date certaine, j'ai fait ça, que j'en ai parlé éventuellement si je suis en co-auteur avec plusieurs associés, on a évoqué ces sujets-là et qu'au cours de cette réunion-là, on a fait les choix stratégiques qui sont les suivants. Oui, dans ces cas-là, vous avez une documentation qui vous permet de démontrer que vous avez fait des choix stratégiques dans la création de votre œuvre. Clairement. Mais c'est vrai que le point un peu compliqué, c'est qu'il faut pouvoir le démontrer et il faut pouvoir documenter. Donc, dès lors que vous êtes protégé en France, la question, c'est de savoir si vous serez protégé à l'international. Vous avez un mécanisme qui est très vieux, qui date de 1886, du 9 septembre 1886, cette fameuse conversion de Berne, qui prévoit 3 principes généraux, principe du traitement national, principe de protection automatique, principe de l'indépendance de la protection. Alors, c'est des sujets qui sont très, très juridiques dans lesquels je ne vais pas nécessairement rentrer, mais ce que je veux dire par là, très brièvement, c'est qu'à partir du moment où vous êtes protégé dans votre pays, vous êtes protégé dans l'ensemble des pays qui sont signataires, de manière
manière automatique, c'est-à-dire sans nécessairement besoin de faire des formalités au sein du pays destinataire, et vous êtes protégé sur le même niveau de protection. C'est-à-dire que, par exemple, vous serez protégé potentiellement sur le même niveau de droit, même si les droits potentiels n'existent pas nécessairement dans le pays de destination. Donc, vraiment, le critère de développement à l'international commence par balayer devant sa porte et regarder ce qu'on a en France pour voir concrètement ce à quoi on peut prétendre à l'international. Alors, à l'international, sur les pays, tous les pays européens sont signataires. Parmi les pays non européens, vous avez par exemple l'Argentine, le Canada, la Tunisie, le Brésil, la Pologne, les États-Unis, le Liban, etc. Tous ceux que j'ai cités là, 180 pays sont signataires. J'ai cité ces pays pas tellement au hasard, c'était un peu par rapport aux différents pays des clients que j'ai pu voir et qui ont voulu exporter dans ces différents pays, ou qui provenaient d'ailleurs de ces différents pays. Un pays que je voulais citer qui n'était pas signataire parce qu'il est assez emblématique, c'est Taïwan. Taïwan n'est pas signataire, donc là, pour le coup, vous n'aurez pas le même niveau de protection que vous aurez en France si vous voulez prétendre à des droits dans ce pays-là, comme vous pourriez l'avoir au Canada, au Chili ou en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sur la partie droit d'auteur et sur la partie protection de votre idée et surtout sur la matérialisation de celle-ci. Le deuxième point, c'est la question de la marque. Alors, je vais être assez rapide là-dessus parce que je pense que vous êtes plus ou moins au fait de ces sujets-là. Et je sais que d'ailleurs, vous avez des sujets avec l'INPI via la French Tech. Mais en tout cas, ce que je peux vous en dire à ce stade-là, c'est que pour exploiter la marque, il faut bien être titulaire de la marque, c'est-à-dire être propriétaire ou être expressément autorisé, je vais y revenir, sur les dépôts dirigés par des dirigeants ou par des sociétés. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour exploiter une marque, premier sujet, vous devez être en propriétaire. Vous avez déposé votre marque, on va voir comment après, mais vous avez déposé votre marque. Il y a d'autres possibilités qui arrivent souvent, c'est que vous êtes un dirigeant, vous avez une idée, vous déposez votre marque à titre personnel, puis 3, 4, 5, 6 mois plus tard, vous enregistrez votre société et vous oubliez de transférer la marque à votre société. Il est extrêmement important de comprendre que la marque ne peut être exploitée que par la personne qui en est titulaire. Ça veut dire soit par le propriétaire, soit par l'intermédiaire d'une licence. Il arrive des cas dans lesquels le propriétaire veut conserver la propriété de sa marque et concède une licence à la société pour que la société n'en soit pas propriétaire mais puisse continuer à l'exploiter. Généralement, elle le fait, je vais passer rapidement, pour des raisons fiscales en réalité, parce qu'elle s'accorde une rémunération sur cette marque-là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas parce que vous, en tant que dirigeant d'une société, vous êtes titulaire d'une marque, que votre société l'est. Donc, faites bien attention à vous assurer que la marque est bien exploitée par la personne, en l'occurrence la société, qui l'exploite. Vous avez 3 niveaux de protection. Vous avez un niveau de protection local, en France, c'est des dépôts à l'INPI, un niveau européen, le UIPO, et un niveau international, le WIPO. Attention, là encore, à ne pas faire des dépôts, je dirais, excessifs. Si vous savez pertinemment que vous n'avez l'intention de déposer votre marque qu'en France pour une exploitation en France uniquement, l'INPI suffit parfaitement. Vous n'avez absolument pas besoin de passer sur le niveau communautaire. Si en revanche, vous avez pour vocation de vous développer à l'international, il faut bien vérifier de quel international on parle. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes uniquement sur le territoire européen, vous pouvez parfaitement viser le EIPO, mais faites attention à ce que vous ne déposiez pas en européen, que finalement vous n'exploitiez qu'en France et que vous ayez un petit camarade en Espagne, en Italie, au Portugal qui vous dise bah oui, mais moi vous me bloquez et moi je vais vraiment à l'européen. Donc faites bien attention à avoir un vrai périmètre, je dirais à 5 ans, des dépôts que vous voulez faire. Pareil pour l'international, vous avez le WIPO. Alors l'international, ça veut tout et rien dire en réalité. La majorité de mes clients, par exemple, veulent avoir un développement en Europe et aux États-Unis, par exemple. Dans ces cas-là, ma recommandation serait de faire un dépôt européen, EIPO, et de faire un dépôt local aux États-Unis. Ce qui permet d'éviter un dépôt international qui pourrait être un petit peu disparate et pas très précis, et d'avoir un niveau de protection beaucoup plus localisé sur le territoire européen et sur les États-Unis, par exemple. Donc vraiment, ça dépend de votre stratégie. Olivier, je me permets juste une incise. Sûr. En termes de coûts, est-ce que c'est important aussi surtout quand on démarre un projet, c'est important d'avoir ces éléments-là en tête également. Est-ce qu'il y a un très gros écart entre protéger sa marque en France, en Europe ou vraiment l'international?
Alors, en France, alors les coûts, je me réserve à quelques dizaines d'euros près, mais disons qu'en termes de taxes, je parle juste des taxes, hein, évidemment, hein. En termes de taxes, pour l'INPI, on est à peu près à 200 euros je crois que c'est 200 ou 210 euros pour une classe, puis après un nombre supplémentaire qui doit être aux alentours de 45 euros par classe supplémentaire. Donc, c'est pour inciter les gens à bien localiser et pas faire des pots, je dirais, un peu sauvages de plein de classes qui seraient d'ailleurs inutiles juridiquement parce qu'on n'exploiterait pas la marque dans les classes considérées. Dépôt européen, on est aux alentours entre 900 et 1000 euros de mémoire avec 3 classes, mais ça va peut-être changer avec un mécanisme par classe. Et international, c'est encore un peu plus cher. On est sur quelques milliers d'euros. Donc, c'est pour ça que ça peut être plus intéressant et même plus rentable de faire un dépôt européen avec un dépôt local aux États-Unis plutôt que de faire un dépôt global. Je précise qu'en termes de coûts de conseils, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir cocher un peu des cases, et moi, j'ai beaucoup de dossiers en fait en opposition par des personnes qui vont déposer tout seuls. Parfois, c'est assez intéressant de faire un appel à un conseil hein, pour vendre un peu la crèmerie, mais parce que c'est pas que ça. C'est-à-dire que vous préférez, même si ça vous écarte pas, mais vous préférez faire un dépôt. Je prends par exemple au cabinet, on fait outre les dépôts INPI, on prend enfin moi je prends un forfait de 350 euros pour l'ensemble de la gestion de la marque pour la France. C'est sans doute plus rentable que vous veniez après derrière pour une gestion d'une opposition qui peut facilement monter entre 1000, 2000 ou 3000 euros en fonction de la nature de l'opposition. Donc, avoir une stratégie en termes de coûts, franchement, en amont, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Voilà. Oui. Si je peux juste rebondir, pardon, si je peux juste rebondir, nous, on vient de faire notre dépôt de dessins et modèles à l'étranger. Et effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a targeté pays par pays plutôt que de faire un ensemble qui n'était absolument pas concret. Et par contre, là où où j'ai été extrêmement j'avais pas prévu ces coûts-là. C'était les charges, alors je sais plus comment on appelle ça, mais les taxes, voilà. Les taxes du dépôt, parce que pour le coup, on a refait un dépôt de marque à l'international plutôt de l'extens, c'est beaucoup plus simple et moins coûteux. Mais j'avais pas pris en compte les charges, il y avait plus de 3000 euros pour les dessins et modèles de taxes de dépôt et 2000 euros de taxes de marque. Donc, si c'est peut-être ça qu'on peut prendre en compte pour le coup en amont. Donc, si je pouvais passer l'information, ça peut servir. Ah oui, non, mais c'est hyper important parce que c'est vrai qu'on s'y attend pas. Ce qu'il faut comprendre aussi, alors vous parlez effectivement de dessin et modèle, qui a un choix, qui a un très bon choix. Alors, sans doute, vous êtes déjà protégé par le droit d'auteur sur vos dessins et modèles, mais ce choix complémentaire vous accorde une sécurité complémentaire que je trouve très intéressante, effectivement. C'est un coût réel. Juste un point que je n'ai pas précisé, je le précise, la marque, pour pas de la marque, n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est une erreur de penser que vous êtes obligé de déposer une marque pour pouvoir exploiter celle-ci. Par contre, vous n'êtes pas protégé puisque la marque, c'est un monopole sur un signe distinctif. Et vous avez quelque chose de plus automatique. Si jamais, par exemple, quelqu'un vient utiliser une marque similaire ou identique, vous avez une protection supplémentaire sur ce signe distinctif à une action, par exemple, concurrence déloyale ou parasitisme. C'est quelque chose qu'il faut en tout cas penser, mais dans sa globalité, vous avez tout à fait raison avec les coûts associés. Je vais peut-être passer rapidement parce que j'ai déjà beaucoup parlé. En tout cas, nous, ce qu'on conseille, c'est deux choses. C'est effectivement de voir les aspects dans sa globalité et surtout d'éviter aussi les sessions surprises. Je pense à un dossier qu'on a travaillé avec Johanna dans lequel il y avait de la propriété intellectuelle sur une création commune entre notre client et une partie adverse qui était une grosse société. Et en fait, il y avait un développement qui était commun, mais les clauses de propriété intellectuelle n'étaient pas claires du tout. Et on s'est rendu compte en réalité que dans la rédaction des clauses de propriété intellectuelle, quasiment 90% en fait de la propriété intellectuelle appartenait à la partie adverse. Faites bien attention lorsque vous signez avec je dirais un gros. Le point principal, ça sera quand je dis le gros, donc la grosse société, ça sera vraiment de s'assurer qu'elle dispose des droits de propriété intellectuelle. Et attention à ne pas, par des mécanismes de propriété intellectuelle mal maîtrisés, vous dessaisir de votre projet, parce que votre projet, c'est votre actif principal et prioritaire. Si jamais
jamais, parce qu'il y a des gros sous dans la foulée, vous avez une cession trop excessive de l'aspect propriété intellectuelle, ce n'est pas juste l'aspect propriété intellectuelle que vous cédez, c'est véritablement toute votre entreprise. Donc, faites bien attention aux cessions que je qualifierais d'un petit peu agressives. Rapidement, sur les aspects de données personnelles, je vais être extrêmement rapide et vous m'arrêterez si jamais il y a des sujets qui vous intéressent plus particulièrement. Le fameux RGPD dont on entend beaucoup parler, concrètement, de quoi on parle? Lorsque vous pensez données personnelles, vous pensez fichiers clients notamment, à l'international, la première des questions que vous devez vous poser, c'est est-ce que le RGPD s'applique à moi? Si vous avez des données, que vous êtes, excusez-moi, une société qui est sur le territoire de l'Union européenne, ce qui est votre cas, et que vous avez des traitements qui portent sur des personnes qui sont situées sur le territoire de l'Union européenne, le RGPD va s'appliquer à vous. Donc, j'ai pris quelques exemples. Aux sociétés françaises qui traitent des données de personnes aux États-Unis, ce n'est pas parce que les clients sont américains que le RGPD ne s'appliquera pas à vous, le RGPD s'applique. Vous êtes une entreprise mauricienne, et ce qui est le cas souvent en matière informatique, et vous traitez des personnes localisées en France, le RGPD s'applique à vous. Vous avez une filiale, par exemple américaine, qui ne traite que les données des États-Unis. Le RGPD ne s'appliquera pas à cette société-là. Donc, si vous avez une vocation de développement international avec différentes sociétés localisées, peut-être réfléchissez à la manière dont vous voulez réfléchir votre répartition de gestion de données en fonction de votre volonté de faire appliquer le RGPD à ce traitement ou non. Une petite question. Bien sûr. Justement, on est en plein dedans. Nous, pour le coup, nos serveurs étant en France, est-ce qu'on collecte des données, par exemple, si j'ai un client américain, est-ce que je collecte les données de ce client-là sur mon serveur français? Donc, est-ce que je dépends de la RGPD de la loi française ou de la loi américaine? De la loi française. Alors, la loi américaine pourra éventuellement s'appliquer à vous sur les questions de Cloud Act. Je vais y revenir juste après. Là, dans le cas des États-Unis, reste flou, mais c'est une très, très bonne question parce que je vais vous dire, c'est l'une des rares questions en données personnelles sur laquelle je ne saurais pas vous répondre et je vais vous expliquer pourquoi. En pratique, sur le régime applicable au transfert de données personnelles, c'est assez simple. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au sein de l'Union européenne, le RGPD étant un texte européen, vous avez un mécanisme de protection identique pour l'ensemble des pays européens. Bon. Pour les pays en dehors de l'Union européenne, vous avez, je dirais, deux catégories principales. Vous avez les pays dont on considère, quand je dis on, c'est la Commission européenne, qu'ils ont un niveau de protection adéquat. Vous avez par exemple l'Argentine, vous avez le Canada, vous avez la Suisse, vous avez Israël et vous avez depuis récemment le Japon et prochainement, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais prochainement la Corée du Sud. Bien. Pour tous les pays que je n'ai pas cités, il y en a quelques petits autres que je n'ai pas cités ou dont on considère qu'ils n'ont pas un niveau de protection adéquat. Pas de panique, pas de problème. Vous avez ce qu'on appelle les mécanismes de clauses contractuelles type. Ce sont des clauses contractuelles accessibles via le site de la CNIL ou de la Commission européenne et que vous devez faire signer en l'état au destinataire des données. Par exemple, vous avez une relation de partenariat avec un partenaire américain, alors on va prendre américain, avec un partenaire, je ne sais pas, indien. Vous faites signer ces clauses contractuelles type à la société et cette société étrangère dira qu'elle s'engage à respecter le niveau de protection qu'on a en Europe. Aux États-Unis, on a un problème. C'est qu'il y avait un mécanisme qui s'appelait le Privacy Shield, qui faisait appel à un autre mécanisme avant qui s'appelait le Safe Harbor. En gros, compte tenu des liens entre l'Europe et les États-Unis, vous aviez cette espèce de bouclier, on appelait ça le bouclier du Privacy Shield, qui était un bouclier pour toutes les sociétés adhérentes aux États-Unis. Elles étaient considérées de fait comme ayant un niveau de protection adéquat avec l'Europe. Le problème, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne est passée par là suite à une décision intitulée Schrems 2 de M. Schrems, qui a fait son cheval de bataille, notamment contre Facebook. Et suite à ça, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que le mécanisme de bouclier du Privacy Shield n'était pas suffisant parce que les États-Unis avaient des lois de protection nationale, le Cloud Act, etc., et plein d'autres lois nationales qui faisaient que le niveau de protection des personnes dont les données personnelles étaient traitées n'était pas suffisant et en adéquation avec le mécanisme de protection que nous avons en Europe. Bon. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire premièrement que le Privacy Shield n'existe plus.
Donc, si une société vous dit, moi, il n'y a pas de problème, je suis compliant parce que je suis adhérent au Privacy Shield, c'est faux, puisqu'aujourd'hui, c'est un mécanisme qui n'existe plus, premièrement. Deuxièmement, ça veut dire que, et je dis bien en théorie, c'est une théorie qui évidemment ne s'applique pas, en théorie, les transferts de données personnelles vers les États-Unis devraient être complètement interdits, puisque selon la Cour de justice de l'Union européenne, les États-Unis ont des lois locales beaucoup trop sécuritaires par rapport à ce qui existe en Europe. Évidemment, ça n'existe pas. Évidemment, les liens avec les États-Unis ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Hein. Je pense que c'est une absolue évidence. Et aujourd'hui, la recommandation de la CNIL et des CNIL européennes qui s'appelle le CEPD, c'est aujourd'hui de continuer à faire signer des clauses contractuelles type avec le destinataire aux États-Unis, premièrement, et deuxièmement, quand même, de s'assurer que les données que vous transférez ne sont pas trop sensibles, qu'on n'est pas sur des données médicales, sur des données religieuses, etc. Donc, pour répondre à votre question, oui, le RGPD s'appliquera à vous, mais ça ne veut pas dire que la loi locale américaine ne s'appliquera pas à vous compte tenu des lois sécuritaires nationales. D'accord. Et afin d'avoir un espèce de balancier intéressant, mais je pense que vu votre activité, je ne suis pas convaincu que ce soit complètement le cas, même si les données connectées peuvent avoir des données un petit peu sensibles, hein, on ne va pas se mentir. Faites attention à ce que les données sensibles ne soient pas transférées de la France vers les États-Unis. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu plus ou moins à la question que vous posez. Oui, merci. On avait déjà cette réflexion-là, mais je suis en pleine prise d'infos un peu autour de moi pour voir un petit peu les différents arguments. Bon, super. On va essayer de dépasser un tout petit peu, Michael. Je ne sais pas si ça pose un problème, mais on va essayer de le plus court possible. Bon, super. Étape 3, l'encadrement contractuel obligatoire. Alors, je n'ai pas développé, je vais être très rapide sur les définitions. En matière de données personnelles, vous avez deux catégories très simples, enfin très simples en théorie et très difficiles après à appliquer en pratique, mais vous avez le responsable de traitement et le sous-traitant. Le responsable de traitement, c'est celui qui détermine les moyens et les finalités du traitement. Donc, en gros, vous avez votre propre base client, vous avez votre business, vous le gérez, vous êtes responsable de traitement. Sous-traitants, ce sont les sociétés qui agissent au nom et pour le compte des responsables de traitement. Typiquement, un hébergeur qui est un espèce de stockage de l'ensemble des données qui sont transvasées par le responsable de traitement sera un sous-traitant. La question se pose beaucoup dans le cloud. Vous avez des services, en fait, tout compris, dans lesquels, effectivement, le sous-traitant va proposer un service pour la bonne gestion du responsable de traitement. Parfois, il peut y avoir des frontières un petit peu compliquées, mais en gros, c'est ce que vous devez retenir entre le responsable de traitement et le sous-traitant. Si vous proposez un service, il est peut-être possible que vous soyez sous-traitant des données. Si vous avez un traitement entre deux responsables de traitement, typiquement entre deux partenaires commerciaux, dans ces cas-là, le contrat devra prévoir des éléments, je dirais, assez simples sur la description du périmètre du transfert de données et sur toutes les obligations usuelles sur la sécurité des données, sur le fait que toutes les personnes doivent être informées de la manière dont les données sont traitées, de la manière dont ils peuvent exercer leurs différents droits d'accès, d'opposition, de rectification, tout ce que vous voyez dans les emails que vous recevez tous les jours, dans les formulaires que vous signez dans les magasins, ce genre de choses. La co-responsabilité, c'est très complexe, j'en parle pas. Si jamais vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. L'autre aspect, c'est entre responsable de traitement et sous-traitant ou entre sous-traitants ultérieurs. Le RGPD prévoit, sous son article 28, je le cite parce que c'est un espèce de cahier des charges, cet article, un certain nombre d'informations que vous devez impérativement intégrer dans le cadre d'une relation responsable de traitement ou sous-traitant. Donc, typiquement, vous êtes une société, vous avez alors, par exemple, pour citer votre cas, vous avez un serveur. Est-ce que c'est votre serveur ou est-ce que c'est le serveur d'un tiers? Si c'est le serveur d'un tiers, la relation entre vous et le tiers doit répondre à cet article 28 en intégrant certaines informations, certaines obligations. Typiquement, vous avez un droit d'audit vis-à-vis de votre sous-traitant. Typiquement, le sous-traitant doit vous informer s'il estime que ce que vous faites n'est pas conforme à la loi. Il y a un certain nombre d'obligations qui doivent être spécifiquement prévues et qui sont listés par donc cet article. Et indépendamment de tout ça, en plus de ça, vous devez y annexer les fameuses clauses contractuelles type, si jamais vous êtes sur un niveau de pays qui n'assure pas un niveau de protection adéquat. Voilà, en très grande ligne, c'est à peu près ça, mais en tout cas, le périmètre contractuel ne peut pas être occulté pour deux raisons. D'une part, parce qu'il est obligatoire, notamment dans les relations entre responsables de traitement et sous-traitants, et surtout parce que si la CNIL vient s'intéresser à vous, vous serez en mesure de lui dire, moi j'ai fait tout ce qu'il faut, voyez, j'ai rédigé un contrat dans lequel j'ai prévu un certain nombre de garanties
et j'ai fait tout ce que la loi m'oblige à faire. Si derrière, il y a une brèche de sécurité de la part de mon partenaire, ce n'est pas ma faute parce que regardez, moi, j'ai fait ce qu'il fallait en lui demandant de faire ce qu'il fallait. Voilà. Ça, c'était sur les aspects données personnelles. Donc, j'ai longuement parlé. Je vais laisser la parole à Johanna avec un focus sur les contrats avec les partenaires américains. Oui, donc bonjour à tous. Merci Olivier. La particularité de ma pratique, c'est que je suis avocate au barreau américain ainsi qu'au barreau de Bordeaux. Et du coup, je conseille avec Benoît et Natalia les entreprises françaises dans leur expansion à l'international, mais notamment les entreprises françaises qui sont en train de développer leur activité aux États-Unis et qui sont confrontés à des difficultés, parfois du fait de ne pas avoir été conseillés lors du commencement, du lancement de leur activité sur le marché américain. C'est un système juridique qui n'est pas tout à fait le même que le système français. Il y a des écueils, des problèmes auxquels on peut être confronté et qui ne seraient pas forcément attendus du point de vue d'une société française qui a l'habitude des règles et des manières de faire qui sont courants en France, mais qu'on présume, qu'on peut penser seront les mêmes aux États-Unis, alors que la réalité des choses est que le système est plutôt différent sur des points qui peuvent être importants et qui peuvent vraiment impacter le succès de l'activité américaine lancée par la société française. En fait, du fait de ne pas avoir suffisamment pris en compte les règles de droit qui s'appliquent aux États-Unis, une société française peut expérimenter un succès dans les phases initiales de l'activité sur le sol américain pour se retrouver en fait complètement empêché dans la poursuite de ces activités du fait de ne pas avoir suffisamment réfléchi en amont à toutes ces questions qui doivent se poser. Donc, on a une expression qui est attribuée à Ben Franklin. En anglais, on dit an ounce of prevention is worth a pound of cure. Et donc, en français, on dirait mieux vaut prévenir que guérir. Donc, c'est vraiment le principe que je voudrais souligner dans les quelques minutes que je vais passer avec vous. Il y a plusieurs points qui ne seront pas évoqués et qui sont aussi importants dans le développement de votre activité aux États-Unis. Mais sur quelques points donc, fondamentaux, par exemple, les taxes sur la vente des biens et des services aux États-Unis, il convient de savoir qu'en fait, le système américain est un système fédéral. Donc, c'est un pays qui est composé de 50 États fédérés différents qui ont chacun leur propre loi et leur propre régime donc, fiscal. Et donc, il y a des obligations d'enregistrement d'une société, des activités d'une société, dès lors qu'il y a soit une présence de cette société au sein de l'État concerné, soit des ventes qui dépassent un certain seuil. Et ces seuils-là peuvent varier d'État en État. Donc, si vous allez commencer à vendre aux États-Unis, il convient d'être averti sur ces seuils qui vont s'appliquer selon l'État où vous allez commercialiser pour savoir si vous avez cette obligation de vous enregistrer. Les questions aussi de responsabilité civile sont vraiment très importantes aux États-Unis. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que les risques de procédure sont bien plus importants aux États-Unis qu'en France, à la fois quant à la probabilité d'une procédure qu'aux pertes qui peuvent en découler. Donc, le régime de la responsabilité délictuelle est particulièrement sévère en droit américain, avec la possibilité pour les demandeurs d'engager des actions de groupe ou de demander des dommages et intérêts dits punitifs qui excèdent les dommages réellement subis par le demandeur. Pour ceux qui vont s'engager dans des contrats publics, c'est-à-dire tout contrat dont le prix d'achat est financé en totalité ou en partie par une entité de droit public, les risques sont particulièrement élevés puisqu'un régime spécial de dommages et intérêts s'applique et permet à l'État de demander des dommages et intérêts qui sont le triple des dommages réels, plus des indemnités forfaitaires.
Je pense aussi à une différence culturelle, en fait, entre la France et les États-Unis, qui consiste à vouloir faire peser plus de responsabilités. Donc, les États-Unis considèrent que le vendeur d'un produit ou d'un service est tenu d'anticiper les risques qui peuvent découler de l'utilisation de ce bien ou du service et de prémunir, de faire en sorte d'éviter la survenance de ces risques, que l'individu, moi je pense que par rapport à la France, on voit une responsabilité individuelle sur la protection de soi-même qui est moins élevée que... non, au contraire. La notion française, c'est que l'individu est responsable de sa propre sécurité bien plus qu'aux États-Unis. Dès lors qu'il y a une perte qui est subie par un consommateur aux États-Unis du fait de l'utilisation d'un produit, on va considérer que le producteur de ce bien ou du produit aurait dû prévenir et aider le consommateur à éviter le dommage qu'il va subir. Et je pense par exemple aux bijoux connectés. Je pense qu'il y a des enjeux aux États-Unis qui vont être différents de ceux qui sont présents en France. C'est-à-dire qu'on va considérer éventuellement, et il faudrait une analyse peut-être plus affinée de la question, mais moi, à premier abord, moi j'aurais tendance à penser que les tribunaux américains vont faire peser sur la société une responsabilité qui est plus importante s'agissant de la non-survenance d'un dommage à un utilisateur de ce produit qu'un tribunal français. Donc, sur ces questions-là, il convient d'être très, très prudent. Ce n'est pas pour vous décourager dans votre expansion du tout, mais plutôt pour vous conseiller de vous y lancer ayant pris les précautions nécessaires en amont. L'une de celles-ci consiste à vérifier que vous avez souscrit une police d'assurance adaptée qui garantit les risques auxquels vous serez confrontés et dont le montant des garanties est suffisant pour vous couvrir en cas de sinistre. Et je conseillerais par ailleurs une étude, surtout si vous allez vendre un bien ou un service aux États-Unis, vraiment une étude approfondie du régime de la responsabilité qui va s'appliquer à vous. Johanna, il y a une question sur les seuils que tu évoquais tout à l'heure, les ventes dépassant un seuil défini. Sophie demande à quel endroit est-ce qu'on peut trouver un petit peu de documentation sur ces seuils? Alors, c'est une excellente question. Moi, je n'ai jamais fait cette recherche. Or, je commencerai peut-être par the US Chamber of Commerce. Je pense que ça peut être peut-être une bonne source pour ces différents seuils. Mais je peux éventuellement faire une recherche rapide après le webinaire et vous envoyer un lien si ça peut vous être utile. Il y a des questions un peu nuancées aussi, il faut savoir, sur la qualification de biens ou de services. Alors, s'agit-il d'un service que je vends? En fait, si la partie prépondérante de la vente est un service, ça va être qualifié de service. Les services ne sont pas toujours soumis au sales tax selon l'État. Donc, même si vous allez retrouver les seuils, ça ne va pas forcément répondre à la question de savoir si vous devez vous immatriculer ou pas, selon peut-être le montant le montant de vente que vous allez effectuer. Donc, il faut donc, en plus de connaître le régime de la responsabilité délictuelle qui va vraiment être très déterminant pour vous dans votre expansion, il convient également de bien connaître le régime réglementaire. Et pour cela, à vrai dire, une consultation avec un avocat s'avère être la meilleure manière d'éviter des difficultés. Donc, tout à l'heure, Ludivine Romary a évoqué la question de savoir si le traitement de données sur le sol français de ressortissants américains serait soumis au droit américain. Olivier a très bien répondu, c'est-à-dire que la question est très complexe. S'agissant de l'application du droit américain, donc quelles sont les protections découlant non pas du RGPD, mais du droit américain, qui vont également s'appliquer à votre traitement de ces données.
puisque, en fait, le droit américain aujourd'hui n'est pas un droit fédéral, mais un droit étatique. Et donc, les protections vont varier d'État en État. Et selon là où se situent vos clients, les règles ne vont pas forcément être les mêmes. Il conviendrait en fait de mettre en place un régime qui répond aux exigences de l'ensemble des États fédérés, ce qui peut être une chose assez délicate. Donc, il faut connaître le régime réglementaire qui va s'appliquer à votre activité pour pouvoir s'assurer de la conformité. Donc, quant au contrat que vous allez conclure avec vos partenaires aux États-Unis, gardez à l'esprit que le droit américain est encore plus libéral que le droit français en matière contractuelle, avec relativement peu de dispositions d'ordre public visant à protéger les parties contractantes dans le cadre d'une relation commerciale. Le texte du contrat négocié va donc s'avérer particulièrement important dans la plupart des circonstances. Il va régir tel qu'écrit la relation que vous aurez avec votre partenaire. Et là encore, il ne faut pas surestimer l'importance d'une revue contractuelle pointue par un avocat ayant connaissance du droit applicable. Votre investissement en amont peut vous éviter de nombreux coûts en aval. Olivier a évoqué par exemple la question de la propriété intellectuelle et de la propriété de cette propriété intellectuelle qui va être régie par les dispositions contractuelles. Et donc, sans avoir un regard un peu d'expert, vous risquez de vous retrouver dans une situation où les droits que vous pensiez avoir ne sont pas suffisamment protégés. Alors, pour passer au dernier diapo, voilà, c'est celui-ci. Donc, en matière contractuelle, un point qui est plutôt intéressant est celui du choix de l'instance compétente pour régler les différends. Donc, on appelle les clauses qui choisissent la cour qui aura la compétence pour trancher les différends, la clause attributive de compétence territoriale. Et dans un contrat international, cette clause est particulièrement stratégique pour un fournisseur, par exemple, de biens ou de marchandises ou un prestataire de services français. Il est fortement conseillé de privilégier, dans la mesure du possible, un choix des tribunaux français pour trancher les litiges si vous n'aurez pas recours à l'arbitrage. Donc, si vous avez écarté le choix de l'arbitrage en faveur des tribunaux étatiques, vaut mieux, si vous êtes le prestataire, le vendeur, situé en France, privilégier les tribunaux français parce que vous aurez l'avantage de mieux connaître le système judiciaire qui aura vocation à intervenir. En plus, un tel choix permet de minimiser votre risque financier puisque les frais de justice, les honoraires d'avocat, les dommages et intérêts sont de manière générale bien moins élevés en France qu'aux États-Unis. Donc, ce sont quelques pistes de réflexion. Pour moi, l'essentiel, c'est vraiment le régime réglementaire et le régime de la responsabilité qu'il convient de réfléchir en amont pour bien organiser votre début d'activité aux États-Unis. Merci beaucoup, Johanna, et je ne peux que souscrire à tout ce que tu as dit sur l'importance, en tout cas, de voir ça en amont. Juste pour compléter sur un point, c'est vrai que nous, en qualité d'avocat, on est vraiment habitués à travailler sur les dossiers, parfois en pompier, c'est-à-dire à intervenir après coup pour essayer de rattraper une situation. Et en termes de coût, d'efficacité et surtout de négociation, parfois, il est beaucoup plus simple, en tout cas, d'avoir une vision même courte en amont et de manière générale, on ne peut que vous inciter, mais ça je dirais que ce n'est pas seulement lié aux avocats, c'est lié à toutes les prestations de conseil, de vraiment bien
prévoir vos sujets, de les anticiper, ne serait-ce que pour voir, et c'est ce que vous citiez tout à l'heure avec par exemple le prix du dépôt de modèle, mais de savoir à quelle sauce vous pourriez potentiellement être mangé, et surtout pour ne pas l'être. Donc en tout cas, voilà, on voulait vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Moi, à titre personnel, je voudrais aussi remercier Natalia et Johanna de m'avoir accompagné dans ce webinaire. Je voudrais remercier beaucoup, surtout la FredCheck Bordeaux, pour son suivi et la qualité de son travail et de son intervention. Voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir intervenir dans ce secteur-là. Et on est à votre écoute d'abord pour toutes les questions que vous pourriez avoir, soit maintenant, soit évidemment, on est disponible après. Voilà, vous avez nos emails. N'hésitez pas à nous écrire. Voilà, Mickaël, peut-être que je te laisse reprendre la main. Merci beaucoup, Olivier, et merci à toutes et à tous. Effectivement, on verra ensemble, mais si tu en es d'accord, Olivier, on pourra partager le support à ceux qui étaient présents, à ceux qui étaient inscrits. Le webinaire était enregistré, donc vous pourrez aussi vous y référer avant la fin de la semaine. Je devrais pouvoir le mettre en ligne en fin de journée ou demain matin ou plus tard. Et puis, vous pourrez le retrouver en particulier dans nos prochaines newsletters sur notre chaîne YouTube et sur, évidemment, le site internet de la French Tech Bordeaux. C'est pas encore tout à fait les fêtes de fin d'année, mais on y est presque. Donc, je vais me permettre de souhaiter aux uns et aux autres de belles fêtes, les plus safe possible, vu le contexte sanitaire, je ne le dirai jamais assez. Prenez soin de vous. Sortez les plus beaux pulls de Noël possibles pour fêter ça. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous. Bossez bien aussi, parce que, en tout cas, pour ceux qui se préparent pour le CES, c'est toujours un challenge et je vous souhaite en tout cas une excellente claque, parce que pour l'avoir fait à plusieurs reprises, c'est un événement qui est assez dantesque. Donc, gardez bien les pieds sur terre, mais n'oubliez pas de faire briller un petit peu les yeux aussi. Encore merci à Olivier, à Benoît et à toute l'équipe de Delcad, bien entendu, Johanna, Natalia. Merci encore, très bonne journée et à très vite.